Bienvenue sur la première vidéo analyse de la chaîne Pokéfinance. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la série Mascarade crépusculaire, voir si c'est un bon investissement pour l'avenir, et bien sûr nous nous poserons la question, est-ce que cette série va exploser ou bien son prix va stagner? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc pour vous présenter un peu la série rapidement, donc on n'a pas eu de hype particulière lors de sa sortie, rien de spécial à noter de ce côté. On a donc comme emblème de cette série le Pokémon légendaire Ogerpon, qui est notamment présent sur l'ETB. On a en plus donc 3 Pokémon qui sont sortis donc, durant cette série, et on a des cartes rares comme Amphinobi X, Lithia et ensuite Ursaking que vous connaissez sans doute. Pour vous faire un petit plan de vidéo, un petit sommaire, nous allons donc rentrer plus dans le détail dans cette série dans un premier temps. Ensuite, nous nous intéresserons bien sûr à analyser les avantages et inconvénients de celle-ci. Dans un troisième temps, nous allons nous intéresser et faire un focus sur l'ETB, qui est un des items que j'apprécie tout particulièrement. Et enfin, je vous donnerai donc mon verdict sur la série et son futur. N'hésitez pas bien sûr donc à vous abonner, à liker, à commenter afin qu'on puisse échanger ensemble. Nous sommes donc partis pour l'analyse de cette série donc Mascarade crépusculaire, donc plus en profondeur. Donc on sait que c'est la 6e série de l'extension du bloc Écarlate et Violet. On est sur une série qui est sortie donc le 24 mai 2024, qui a eu pour inspiration le DLC donc Trésor enfoui de la zone 0. On a donc ce fameux Pokémon Ogerpon donc, qui est sous 4 formes dans cette série. Donc on a plante, eau, feu et combat, comme vous le savez. Et donc on a en fait un objet qui nous permet de changer la forme de ce Pokémon qui s'appelle donc Masque de Monstre. On a 3 nouveaux Pokémon en plus dans la série. On a donc en tout plus de 160 cartes à collectionner. On a aussi donc 10 nouveaux Pokémon X et enfin une trentaine de cartes dresseurs, ce qui est quand même très important. Donc pour vous faire un petit état des lieux, à ce moment-là de l'année 2024, en mai, on était quand même sur une grosse demande sur le marché de cartes. On commençait à avoir pas mal de ruptures de stock. Donc il y avait un engouement quand même assez important sur la série et sur Pokémon en général, mais pas spécifiquement sur la série dont on parle aujourd'hui. Le Pokémon Company a même augmenté sa capacité de production. Ils avaient produit sur 2024 plus de 12 milliards de cartes, ce qui est quand même très très important. On va donc s'attarder maintenant sur le top 5 des cartes de la série. Donc j'avais pu en parler très rapidement au tout début de cette vidéo. Donc on a notamment Amphinobi. Donc j'ai pu regarder un petit peu notamment les données sur Card Market, eBay, etc. Croiser un peu toutes les données. Donc on a une vente moyenne d'Amphinobi à 260 € pour une vente la plus basse à 185 et enfin la vente la plus élevée est à 362 €. Donc quand même une carte très solide on va dire au niveau des prix de revente. On a aussi Lithia, donc là on est sur une vente moyenne à 62 €, une vente pour la plus basse à 30 € et une vente pour la plus élevée qui vient d'être faite il y a très peu de temps donc à 114 €. Donc on voit quand même un sacré décrochage entre la première, deuxième et vous verrez entre les autres, les 4 autres restantes, on voit quand même un sacré gap. Ensuite on a donc Ursaking, donc pour un prix de vente moyen à 40 €, une vente la plus basse à 30 € et une vente la plus élevée à 58 €. On a aussi donc Evoli, donc une vente moyenne pour 80 €, une vente la plus basse pour 67 et enfin la dernière vente est à plus de 130 € actuellement. On a aussi donc Roseille pour terminer comme dernière carte, avec une vente moyenne à 55 €, une vente la plus basse à 45 et une vente la plus élevée à 83 €. Donc on voit quand même qu'on est sur un top 5 assez costaud, avec vraiment Amphinobi qui est beaucoup plus élevé que les autres. Donc maintenant on va regarder un petit peu la popularité qu'il y a autour de la série, qu'il y a pu avoir ensuite par la suite. Donc on voit pas moi je n'ai pas vu de popularité excessive ou spécifique sur la série. Il y a eu bien sûr une petite demande, et notamment une demande qui a été poussée via les cartes comme Amphinobi, donc vraiment des cartes phares de la série qui ont permis aux collectionneurs donc d'amasser un petit peu de nouveautés.
On a donc aussi, j'ai checké un petit peu pour vous le marché US et Japon à ce moment-là. Donc en fait, comme il y avait une demande qui était très importante du marché Pokémon en général, il y a eu notamment des tournois organisés en avant-première, donc dans des magasins spécifiques. Ça a été le 11 mai 2024 et c'était donc pareil au Japon et aux États-Unis. Donc il y avait une demande qui était quand même assez importante. Concernant les potentielles menaces, on va dire, sur cette série, pour nous en tant qu'investisseurs, j'ai pas vu de potentiel reprint excessif. Je sais qu'on a eu des restocks là en début de semaine, il y a peu, dans notamment les Cultura, mais voilà, rien de spécial de ce côté. Allez, passons donc maintenant à l'analyse des avantages et des inconvénients de cette série Mascarade crépusculaire. Au niveau des avantages, j'aurai 4 points à vous développer et de même pour les inconvénients, j'ai aussi 4 petits points. Donc sur les premiers avantages de cette série, je vais revenir sur les cartes qui ont un potentiel fort, je pense, d'expansion au niveau des prix. On a notamment donc les exemples que j'ai récupérés juste avant de Amphinobi. Donc là, on voit de toute façon des tarifs qui sont quand même très élevés déjà, alors que la série est sortie, bon, il y a un peu moins d'un an, à bénéficier d'un engouement assez classique. Série Pokémon en général, mais on a aussi donc Orguépon X et un petit peu tous les Pokémon ex Terra Crystal de la série ont quand même des prix assez sympathiques. Lorsque j'ai pu regarder sur certains sites donc d'échange de cartes, on est sur une vingtaine de cartes qui dépassent largement la vingtaine d'euros pièce. Donc vraiment, on est sur un potentiel carte très important avec donc des grosses tests d'affiches comme Amphinobi et Orguépon. On a aussi donc les cartes alternatives et full art qui sont donc bien sûr souvent beaucoup plus recherchées et donc qui peuvent voir leur prix grimper beaucoup plus facilement dans le temps et notamment donc elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir dans les boosters. En deuxième petit point, donc je pense que on le sait un peu tous, mais on a la communauté, la demande de la communauté Pokémon qui est très forte de base, donc les collectionneurs en plus. Donc on a un marché qui est en pleine expansion. On le voit, notamment dans les rayons des magasins, impossible de trouver des boosters, que ce soit de n'importe quelle série actuellement. On sait que la collection japonaise s'est très bien vendue, notamment donc avec les fameux tournois qui ont été faits. Et cela, donc, c'est quand même une très grande impact à terme, je pense, à notre niveau aussi. On a en plus, je trouve, comme troisième point, un équilibre assez sympathique entre la nostalgie des anciennes générations et les nouvelles générations qui arrivent, parce qu'on voit quelques nouveaux Pokémon qui sont mis sur le devant de la scène, mais on reste bien sûr sur des mécaniques super classiques. Donc en fait, ça attire aussi bien les collectionneurs nostalgiques des époques antérieures, mais aussi les nouveaux joueurs potentiels et les nouveaux investisseurs et même collectionneurs en général. Comme quatrième point, je verrais que un avantage pour nous, pour l'instant, pas de notion de reprint très important ou abusif sur cette série. Comme on a pu le voir, oui, on a eu un léger réassort dans certains magasins là en début de semaine, mais rien de spécifique et rien qui pourrait tuer la demande actuelle d'après ce que je peux voir. Donc on a notamment les séries spéciales ou anniversaires qu'on peut un petit peu essayer de comparer, qui ont été un minimum limités, qui ont monté donc très vite, notamment sur le long terme. Donc pour moi, si la Mascarade crépusculaire suit une logique assez similaire et qu'il n'y a pas de réimpression massive, on pourrait quand même voir une augmentation des prix sur le long terme assez importante. On va donc passer maintenant donc aux inconvénients. Donc j'en ai aussi 4 à définir avec vous. Le gros souci serait l'impression massive à venir de la série qui nous ferait bien sûr donc réduire notre ROI, notre Return on Investment sur la série vu que plus de cartes, plus de potentiel, donc on réduit les prix. On voit par contre que c'est une série actuellement qui ne s'est pas très bien vendue encore. On n'a pas un recul assez important encore pour dire que la série va fonctionner, est-ce qu'elle fonctionnera encore bien. On a pu le voir par contre avec notamment Évolution Céleste, je ne sais pas si vous avez pu suivre, elle n'était pas du tout populaire à sa sortie, les ETB dormaient un peu partout, les boosters pareil, les displays scellés pareil, et ça a explosé un peu plus tard. Donc pour l'instant on voit que Mascarade crépusculaire connaît pas un succès exponentiel, et on peut s'attendre potentiellement, avec les éléments, les avantages que j'ai pu citer, à une augmentation. Comme troisième point, je verrais qu'il n'y a pas assez de Pokémon par contre iconiques dans la série. Franchement, on n'a pas, vous savez, de Pokémon comme Dracofeu, Rayquaza, Lugia. Vraiment, on n'a pas ces Pokémon-là qui
peuvent nous aider en fait à développer un intérêt des collectionneurs. Ça, c'est un petit point noir, je trouve, dans cette série. On n'a pas assez de gros Pokémon très connus par le grand public. Et enfin, je dirais que il y a des variances de cartes qui sont un peu trop importantes. On retrouve plein de différents types de raretés, donc des cartes rares alternatives. On a aussi beaucoup de dresseurs, complique en fait la faisabilité de créer son master set pour les collectionneurs. Donc en fait on a quand même une série avec donc une quarantaine de cartes secrètes. Ça rend bien sûr plus difficile en fait de compléter la série en général. On va maintenant passer donc sur l'analyse des produits scellés et notamment donc de l'ETB. C'est principalement les items que moi je garde assez long terme, donc je vais vous faire ça tout de suite. Et voilà, nous nous retrouvons donc sur eBay. C'est vraiment un des sites que j'utilise quotidiennement pour checker le prix des articles Pokémon en général. Bien sûr avec d'autres sites en complément, hein, histoire de croiser les données, c'est quand même très important. Je vais donc dans un premier temps vous expliquer moi pourquoi je privilégie les ETB comme investissement. Vous avez d'ailleurs donc notamment une de mes ETB qui est juste ici. Ensuite, je vais discuter avec vous des prix et notamment des prix d'un second item que je trouve aussi intéressant, qui est donc la display de booster. Donc pourquoi moi je privilégie les ETB dans mes investissements? Donc déjà parce qu'elles sont éditées souvent en quantité limitée, si ce n'est extrêmement limitée pour certaines séries. Donc ça leur permet bien sûr dans le temps de prendre de la valeur beaucoup plus facilement. En plus de ça, on sait que donc ce sont des articles qui sont entre guillemets et même non abordables en tant que tels comparé à certains autres. Donc ça nous augmente le champ des possibles et donc notre demande. Et donc si notre offre est limitée et que notre demande même reste similaire, logiquement on voit des prix s'envoler assez rapidement. En plus on sait que c'est un contenu qui est assez premium à l'intérieur puisque bon il y a pas mal de boosters comparé donc à un booster classique si ce n'est ensuite à un bundle. Donc ça c'est quand même un gros plus. En plus donc il y a les cartes promotionnelles qui sont souvent exclusives, on a des sleeves, on a des accessoires. Donc ça permet en fait de toucher un public autre que les personnes qui veulent juste ouvrir du blister en tant que tel, puisqu'on a des accessoires un peu supplémentaires. En plus, c'est un item qui est quand même super beau. Bon, même là, si on a un Ogarpon dessus, c'est quand même un item qui est très sympa. On a une facilité aussi de revente qui est très importante, parce que ça se revend mieux déjà que les cartes à l'unité. Se stocke aussi assez facilement, c'est un carré, c'est un cube, donc dans un carton ça passe très bien, et souvent on a une demande qui est assez importante sur les ETB vu qu'elles sont déjà limitées. Donc aussi sur des séries très limitées, genre anniversaire, les ETB grimpent très vite. En fait c'est un risque que je trouve assez limité, et donc il y a un risque reward qui est quand même très important, et donc c'est aussi pour ça moi que je privilégie ce type d'item. En fait, c'est une sorte de stabilité sur le marché, je trouve. Aussi, même quand on les garde ouvertes, elles sont quand même intéressantes pour les joueurs, puisqu'on peut les avoir aussi en accessoire dans sa collection en tant que tel, ou même pour stocker ses propres cartes par la suite. Donc comme vous pouvez voir sur l'écran, j'ai regardé donc les ventes surtout en 2025, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc on peut voir qu'il y a déjà une première vente à 80 €, donc ce qui est déjà quand même pas mal du tout pour une augmentation. Après on voit que le marché entre guillemets a corrigé, c'est dit que c'était quand même très cher pour du mascarade crépusculaire. Donc on a deux ventes à 60, une vente donc ça a commencé légèrement augmenté à 60, quasiment 65 €. On a retapé un palier, donc le palier des 70 à nouveau, donc deux fois de suite. Et ensuite là on est repassé donc quasiment à 80 €, mais un peu plus parce que si on compte les frais de livraison, etc. Mais donc on voit que le marché tend à donc croître sur le TB petit à petit, puisque de toute façon on le voit, hein. Là on est donc fin janvier à ce moment-là, puis donc directement début février on va réattaquer une sorte de point de blocage du marché et on repasse déjà au-dessus de 70 et là un peu plus de 80 même. Ensuite donc je vous parlais d'un deuxième item que j'aime tout particulièrement, ce sont les displays de boosters scellés. Moi je trouve que ça c'est un article et un item surtout qui nous permet de déterminer si la série est en train d'exploser réellement ou est-ce qu'elle est en train de stagner. Il y a certains items qui prennent de la valeur, donc on le voit par contre sur l'item de la display pour mascarade crépusculaire. On voit pas une display qui part à des prix indécents, on est là sur les derniers sur des prix classiques. Voilà, des prix retail. Pourquoi je trouve aussi que l'ETB peut être très intéressante à regarder, puisqu'elle a une augmentation qui est quand même plus rapide.
même si sur le long terme, on voit donc des displays qui partent à des prix beaucoup plus importants. Je vous prends un exemple notamment avec Evolution Céleste, on a des displays qui partent à plus de 1200 euros, mais comme je vous le disais, on touche en fait un autre type de bourse lorsqu'on passe sur des montants à 4 chiffres. C'est des collectionneurs soit très avérés, soit des investisseurs qui ont déjà des fonds, tandis qu'une ETB, bon voilà, une ETB à 300-400 euros, c'est pas 1200, on fait quand même x3. Voilà pourquoi moi je privilégie ce genre d'item notamment. Passons maintenant à ce que vous attendez tous. Est-ce que Mascarade Crépusculaire est un bon investissement pour moi? Donc on voit déjà un très fort potentiel de hausse des prix de la série. On a une demande sur Pokémon en général qui est très importante, avec de très grandes frustrations, notamment au niveau des dernières séries qui sont sorties. Je parle notamment de 8.5 où les stocks sont abominables, que ce soit pour les collectionneurs, les investisseurs et tout le monde sur Pokémon en général. On a une demande qui est très importante sur Mascarade Crépusculaire au Japon et aux États-Unis. On a beaucoup de cartes qui ressortent quand même sur la série avec des prix unitaires très importants, donc ça il faut quand même le noter. Et en plus on a une série donc qui a introduit quelques nouveaux Pokémon, mais en restant toujours dans l'aspect nostalgique, ce qui fait qu'elles mettent parfois un peu plus de temps à exploser, mais elles explosent quand même très rapidement. Et en plus donc on a une rareté qui est importante, notamment donc avec une réimpression qui n'est pas annoncée, en tout cas de la part de Pokémon Company. Les produits scellés, notamment les ETB, qui sont pour moi, donc comme je vous l'ai dit auparavant, l'item phare de ce genre de série, même des séries en général. Comparez moi cette série à Evolution Céleste, qui donc a mis quand même un petit peu de temps à se démarquer et à prendre sur le marché secondaire, mais je pense qu'on a quand même des bons indices pour penser que cette série va nous permettre d'avoir un investissement rentable sur la suite. Donc comme je vous le disais, produits à garder scellés, donc les ETB pour les bourses les plus petites en soi, et celles qui veulent se diversifier au maximum. Et ensuite, bien sûr, donc on a les displays de boosters qui pourront, bien sûr, par la suite, je pense, atteindre des 3-4 chiffres sans trop de soucis. Elles sont déjà, bien sûr, à 3 chiffres, mais donc je parlerai plutôt des 4 chiffres, ou au moins doubler son investissement, comme j'essaie de le faire moi à chaque fois. Donc surtout, n'hésitez pas à surveiller potentiellement le marché en général, regardez toujours ce qui s'y passe, comprendre ce que font les investisseurs, mais bien sûr aussi les passionnés, parce que ce sont aussi eux qui guident le marché. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous allez investir sur cette série ou pas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que Mascarade Crépusculaire va exploser dans le futur, et quand pour vous, est-ce que vous pensez que vous avez même une date pour nous dire ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, et surtout à vous abonner, activer la cloche, pour que je puisse bien sûr continuer et savoir que ces vidéos-là vous plaisent. Donc je vous souhaite donc une bonne journée et à très vite.